démarrer avec vous, Alexandre Perra. Je rappelle, vous êtes directeur innovation, RSE et stratégie chez EDF. Alors, parlons un peu des engagements des entreprises tels que vous le percevez. On a senti un mouvement entre 2021 et 2022, une certaine prise de conscience des défis, des risques. Mais au-delà de l'engagement, il y a de l'action. Et quels sont pour vous les leviers d'accélération justement de cette transition énergétique ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Vous disiez il y a une prise de conscience. On présentait les chiffres. Je crois qu'il faut qu'on prenne aussi conscience qu'il y a un refus de l'accélération. Moi, j'ai été très très surpris par les chiffres qui ressortaient d'un observatoire qu'on a lancé maintenant il y a 4 ans et qui me permettent de montrer l'évolution de l'opinion sur les questions climatiques. Et en France, j'ai été vraiment abasourdi de découvrir que un Français sur 3 interrogés a tendance à remettre en question le changement climatique ou l'origine humaine du changement climatique, ce qui est un chiffre quand même considérable. Donc on voit que le défi est absolument immense. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'une transition énergétique réussie, une transition énergétique efficace? C'est d'abord une transition énergétique qui atteint son objectif, qui atteint l'objectif de neutralité carbone. Le scénario qui était présenté montre évidemment les conséquences dramatiques du changement climatique. Et pour ça, il ne faut pas qu'on se loupe en réalité. Donc l'enjeu, il est immense. Il est immense pour chacun des acteurs qui interviennent, et on est tous acteurs. Et il faut qu'on arrive à engager une transition énergétique qui atteigne son but, qui soit robuste, parce qu'on a bien vu qu'une transition énergétique qui mettrait à mal les systèmes de production de la planète serait ratée, puisqu'elle ne serait pas acceptable, elle n'atteindrait pas son objectif, qui est à la fois de décarboner la planète, mais en même temps de conserver un vivre sur la planète, et si possible un bien vivre sur la planète. Donc pour ça, il faut évidemment garder des structures de production qui fonctionnent, un système énergétique du coup robuste. On a vu à quel point des événements tragiques en Ukraine ont désorganisé d'une manière générale le système européen et au-delà même. C'est aussi une transition énergétique qui se fait à moindre coût pour le consommateur. Il n'y aura pas de transition énergétique si elle est trop coûteuse. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on prévoit dès à présent, avec le choix des technologies, les technologies les plus efficaces, les technologies les moins coûteuses. Et donc il faut toujours rester guidé évidemment par cet objectif. Du coup, c'est une transition énergétique qui renforce la souveraineté énergétique des pays. On voit bien qu'aujourd'hui, on a une dépendance à une forme d'énergie, des énergies fossiles qui sont essentiellement importées. Je rappelle qu'en France, les 2/3 de l'énergie consommée sont encore des énergies fossiles. Il y a beaucoup de focalisation sur l'électricité. On a beaucoup débattu des bons mix électriques. C'est un faux débat à mon avis. Le vrai débat, il est entre énergie fossile et énergie décarbonée. Et donc pour ça, il faut qu'on arrive à garantir cette souveraineté énergétique en ne remplaçant pas une énergie fossile importée par d'autres énergies ou d'autres matériaux nécessaires à l'énergie décarbonée. Il faut garder toute la chaîne. Il faut garder la chaîne. Et donc ça, c'est aussi en soi un véritable enjeu. Et puis pour faire tout ça, il faut une organisation, un système qui encourage à cela. Alors on a vu dans le scénario que c'était par la pression de groupes activistes et surtout, in fine, d'événements climatiques extrêmes que les politiques, avec un grand P, se mettaient en mouvement pour créer le bon cadre réglementaire qui permet cela, qui encourage ça, qui incite cela, qui oblige éventuellement, s'il y a besoin d'obliger. Là aussi, on voit que les événements en Ukraine qui ont été un détonateur, d'une certaine manière, d'une prise de conscience de la difficulté à faire cette transition énergétique et du besoin de réorganiser, notamment les marchés de l'électricité. J'ai été surpris de voir à quel point l'opinion publique s'était emparée de ce sujet des marchés de l'électricité. C'était une bonne chose, évidemment, mais on voit à quel point c'est difficile de faire accoucher d'un nouveau modèle et que les cordes de rappel sont très, très, très solides et fonctionnent à plein dès lors qu'il s'agit d'oublier un peu le passé. Donc, je crois qu'il faut vraiment avoir un cap, se le fixer, le tenir et mettre en place tous les leviers. C'était votre question, je n'y ai pas répondu.
Oui, puis les leviers, on en reparlera, mais c'est des partenariats Ouais. entre chercheurs, entre entreprises, start-up, c'est évidemment des investissements, on aura l'occasion d'en parler aussi tout à l'heure dans la troisième table ronde, des incitations d'indicateurs environnementaux, en plus seulement se fixer sur les résultats financiers, puis il y a une législation aussi qui sera là. Éric Bonnel, justement, par rapport au levier d'accélération de cette transition énergétique que vous percevez, vous, aujourd'hui. Oui, alors merci de cette initiative. Je pense que en propos liminaire, je dirais qu'on est vraiment dans un beau projet de conduite du changement, avec une première étape qui est vraiment le sentiment d'urgence. Et merci à TNP de les avoir mis en évidence. Mais il faut se rappeler aussi des objectifs. L'objectif au niveau européen, je vous rappelle, c'est 2030, moins 55% d'émissions par rapport à 1990. Alors la France, on est pénalisé parce que nous avons eu un plan nucléaire qui nous a permis de décarboner tout un secteur important de l'industrie qui émet du carbone, l'industrie de production électrique. Mais vous voyez, aujourd'hui, nous sommes à 20%. Donc on voit ce qu'on a à faire pour arriver 2030, moins 55 au niveau européen, 2050, neutralité, 2 degrés. Si on raisonne en tonnes, en gigatonnes de gaz à effet de serre, c'est 900 gigatonnes. Donc, vous voyez, on a aujourd'hui notre cap. Alors pourquoi? Alors on sait, et les experts du GIEC nous l'ont dit, notamment le groupe 1, nous a bien expliqué que le réchauffement climatique, le réchauffement de la planète est proportionnel aux émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, c'est linéaire. Et donc, c'est pour ça que nous devons atteindre les 2 degrés. Alors, la température de la planète va augmenter, il faut qu'on s'y adapte, mais il faut qu'elle n'augmente pas au-delà d'une limite qui ne serait plus... on ne pourrait plus s'adapter. C'est pour ça que c'est très important, cette notion de linéarité et des 2 degrés. Alors, les leviers, maintenant, donc ça, c'est pour donner quand même... un élément et un objectif, les leviers, le premier levier, c'est de ne pas consommer d'énergie. Ou alors d'essayer de limiter l'augmentation de consommation d'énergie. Et ça, tout le monde peut le faire. À titre individuel, à titre industriel, économique, au titre d'un pays. Donc, premier sujet, c'est efficacité énergétique. Deuxième levier, qui est essentiel dans cette conduite du changement et de transformation énergétique, c'est de décarboner les industries à forte émission, c'est-à-dire en stockant ou en réutilisant le CO2 capté. Très important, deuxième sujet. Troisième sujet, c'est bien sûr de passer à des vecteurs d'énergie à basse émission. Donc là, on va revenir à l'électricité, bien entendu, d'origine nucléaire, puisque là, on est bien dans un cadre de faible émission, et bien entendu d'hydrogène. On reviendra sans doute tout à l'heure sur la question de l'hydrogène. Dernier sujet, dernier levier, à mon sens, c'est bien sûr de passer à transférer les énergies carbonées en énergie renouvelable intermittente. Et on verra que l'hydrogène joue aussi un rôle dans cet objectif. Ludovic, pour terminer ce tour de table, un peu d'introduction sur ces leviers d'accélération de cette transition énergétique. Merci beaucoup. J'aimerais rebondir sur le scénario catastrophe et les propos d'Alexandre tout à l'heure. On parlait de Denis. Je pense qu'il est nécessaire, dans le mot accélération de la transition énergétique, la notion d'accélération. J'aimerais pointer un point qu'il faut qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, consommateurs, industriels, énergéticiens, par ailleurs, que nous ne fassions pas un Denis temporel. Accélérer, ça ne signifie pas mettre les charrues avant les bœufs. Le passage d'une économie fossile à une économie bas carbone à une économie décarbonée. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on disait le peak oil, le fameux peak oil dans les années 50. Nous sommes en 2023,
Le Picole, on ne l'a toujours pas vu venir. Et on croit qu'il va arriver en 2050. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure, que les politiciens nous ont fixé un cap à 2050 pour être dans un monde bas carboné. Donc moi, le premier message fort que j'aimerais faire passer, c'est la prise de conscience temporelle. Il faut laisser le temps au temps pour que demain matin, on ait un monde sobre, des entreprises sobres, pour que les générations futures vivent dans un monde complètement décarboné. Mais aujourd'hui, je veux lancer un pari, un jeu. Économie fossile, économie bas carbone, ça fait à peu près une vingtaine d'années, hein, messieurs, que nous sommes dans cette transition climatique, écologique. Donc on est des jeunes adolescents, on rentre dans l'ère adulte. Il nous reste encore 20 ans pour arriver en 2050. La question est, donc on a déjà 50 ans. 50 ans plus tard, on sera dans un monde complètement décarboné, donc ça nous fera 100 ans. 100 ans. Bon. Je fais le pari que s'il y a une Madame Irma ou un Monsieur Irma, de nous trouver le temps dans lequel on sera dans un monde décarboné. Voilà. Donc il faut laisser le temps au temps. Voilà. Eh bien, on va justement parler de ce temps, mais certains essaient d'accélérer un peu ce temps, justement, avec vous, Jean-Luc. Voilà, si on peut passer le micro à Jean-Luc Alexandre, donc président fondateur de Naera, qui conçoit un microgénérateur. Vous avez un microgénérateur nucléaire, vous allez nous expliquer tout ça. Alors, le produit s'appelle XAMR, voilà. Naera, c'est un Extra Small Advanced Modular Reactor, un réacteur nucléaire innovation, donc déjà sur Terre. Alors, expliquez-nous un peu ce que vous cherchez à faire avec ce micro-générateur nucléaire. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, on cherche justement à répondre à tout ce qui vient d'être dit à l'instant. C'est-à-dire qu'on n'est pas qu'en train de développer une seule technologie. L'idée, c'est de pouvoir combiner quelque chose qui puisse décarboner à long terme et de manière massive. Il ne s'agit pas de construire un réacteur de recherche dans un coin pour dire on a trouvé une solution. Il s'agit de la déployer massivement. Et donc pour ça, il faut dézoomer. Il faut sortir de notre territoire français. Nous sommes exemplaires au niveau mondial, il faut l'accepter. Et par contre, les molécules de carbone, les molécules de dioxyde de carbone, elles ne s'arrêtent pas à la frontière. Donc il faut analyser le marché mondial. Ça vient d'être dit. L'ultra-majorité de l'énergie qui est utilisée par les industries, puisque ce sont elles qui carbonent principalement, ce n'est pas vous et nous qui carbonons tous les jours, c'est les produits que nous utilisons qui ont été fabriqués, qui ont eu besoin d'énergie fossile. On va dire les 4/5e sont aujourd'hui carbonés. C'est ça qu'il faut aller changer. Et donc il faut regarder qu'est-ce qu'il faut. Il faut de l'électricité et de la chaleur. Ça vient d'être dit, c'est que l'électricité, c'est qu'un tout petit bout finalement. On a 80% de chaleur, 20% d'énergie. Donc nous, on a cherché à mettre en place une solution qui permet de répondre à tous ces enjeux. Donc on a choisi d'abord une première chose qui est d'aller local, décentraliser la production énergétique. Vous allez avoir une explosion de cette demande énergétique. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, la sobriété, l'efficacité énergétique, bien entendu, ce sont des prérequis. Mais regardons les choses en face. Les usages ne cessent d'augmenter. Vous avez une hypercroissance du digital, quasiment 10 à 12% de CAGR, c'est absolument incroyable. Et bien tout ça, c'est de l'énergie à haute dose. Vous avez l'explosion de l'intelligence artificielle. On a l'impression que c'est du virtuel. Ce n'est que de l'énergie. Ce ne sont que des électrons et en quantité massive. Donc, il va falloir apporter cette énergie. Sauf que notre réseau de transmission d'énergie n'est pas prêt pour ça. Ni pour avoir des pipelines qui vont nous amener des molécules de gaz, ni pour amener des bateaux de pétrole, ni pour fabriquer un hydrogène soi-disant fabriqué à l'autre bout de la planète qu'on voudrait transformer. Il va falloir produire local, au plus près des entreprises. Donc nous avons pris le parti de dire qu'il va falloir produire devant les entreprises, c'est-à-dire au cœur d'une entreprise. C'est pour ça qu'on a choisi un XAMR, Extra Small Advanced Modular Reactor. Alors pourquoi 40 MW électriques, grosso modo pour les néophytes, ça vous permet d'alimenter une ville de 250 000 habitants. Mais ça vous permet aussi de propulser le plus gros des navires sur les océans et ça vous permet d'alimenter quasiment tous les gros procédés industriels que vous avez dans le monde. En tout cas, c'est des modules. Après, vous en mettez autant que vous voulez. Nous avons pris une technologie qui s'appelle du nucléaire de 4e génération. C'est des réacteurs à sel fondu pour plein de raisons, mais notamment une raison de sûreté. Un niveau de sûreté intrinsèque largement supérieur aux technologies actuellement utilisées dans le monde entier, qui sont les réacteurs repressurisés. Et troisième fonction importante, des neutrons rapides pour brûler les déchets nucléaires. Nous n'avons pas besoin d'extraire de nouvelles ressources. Nous allons pouvoir travailler avec l'ensemble des déchets nucléaires qu'il y a sur la planète. C'est là d'ailleurs que réside votre innovation, c'est justement ce recyclage un peu des Absolument, déchets nucléaires. c'est pas une nouvelle technologie. Il faut savoir qu'il y a deux pays dans le monde qui maîtrisent cette techno.
la France et la Russie. Ce sont les deux seuls. La France a démantelé tous ces réacteurs de recherche, merci nos amis politiques à l'époque, mais les Russes ont gardé toujours 2 réacteurs qui tournent à l'heure où nous parlons aujourd'hui. Il y en a 2 qui fonctionnent. En tout cas, le savoir-faire français a été conservé. Nous avons récupéré, en tout cas chez nous, Naréa, l'ensemble des sachants de cette filière qui sont malheureusement tous à la retraite. Puisqu'évidemment, ils ont tous travaillé sur Phoenix, Super Phoenix et puis Astrid. On a récupéré ces gens-là, on a embauché une armée de jeunes, et aujourd'hui, on fait justement ce projet qui est à la fois intergénérationnel, mais surtout qui est une ambition industrielle très forte. On ne veut pas en fabriquer un, on veut en fabriquer des centaines par an. Juste, vous dites extra small, mais un module, c'est à quelle taille, voilà, physiquement? C'est la taille d'un Smirmork. Voilà ce dont on parle. C'est un produit industriel. Il n'y a plus de génie civil. Vous avez une fabrication 100% en usine, 100% en usine, donc un module relativement léger quelque part, qui respecte les mêmes exigences qu'une centrale nucléaire classique, puisqu'il n'est pas question de changer le référentiel, bien au contraire. Les nouvelles technologies permettent de faire des choses absolument incroyables. Juste entre nous, ce n'est pas une nouvelle techno, hein. C'est une techno qui a été inventée en 1942 aux États-Unis et qui a été enterrée aux États-Unis, classée secret défense en 1977, en pleine guerre froide, parce qu'elle ne permet pas de faire de bombes atomiques. Vous ne pouvez pas générer de plutonium avec ça. Donc ça tombe bien, c'est une technologie très sympa, mais qui en plus est maîtrisée par nos chercheurs, nos experts français, l'ensemble de notre écosystème industriel qu'il faut véritablement mettre en lumière. Nous sommes les seuls à savoir faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vous en êtes où du développement? Aujourd'hui, on est 125 collaborateurs placés à Nanterre, donc pas très loin d'ici. On livre notre premier jumeau numérique cet été, prototype dans 4 ans, numéro 1 de série dans 5-6 ans. Donc c'est déjà bien sur les... C'est un projet qui va extrêmement vite. C'est disruptif. Regardez les développements de SpaceX, par exemple, de Blue Origin. Tout le monde les donnait absolument impossible à décoller. Ils l'ont fait, ils ont réussi à faire la chose. On est capable aujourd'hui, et en France, on maîtrise ce savoir, non seulement ce savoir-faire, on va dire, de recherche fondamentale, mais ce savoir-faire industriel. Nous venons tous de grands groupes divers et variés, où on a construit des gigafactories, des choses extrêmement complexes, et ça, c'est du savoir-faire français. Et enfin, on ne vend pas la technologie, nous allons vendre que l'usage. Donc moi, mon métier, c'est de vendre de l'électricité et de la chaleur aux industriels pour les affranchir justement de ce saut qu'ils doivent faire dans l'inconnu. Donc pour bien comprendre le modèle, vous allez voir directement un industriel et vous installez, entre guillemets, ce semi-remorque à la sortie de son usine. Chez eux, directement. Et chez eux. Et une autonomie de plusieurs années, entre 3 à 10 ans en fonction de l'utilisation que vous en faites. Voilà, ce sont ces innovations. On en parlera d'ailleurs parce que justement on a besoin de ces innovations, de start-up aussi, de ces chercheurs pour travailler autour de tout ça. Mais vous l'avez dit aussi, un gros souci de compétences, ça on le voit. Aujourd'hui, je crois que des ingénieurs des grandes écoles qui sortent, qui vont vers le nucléaire, il y en a de moins en moins. Alors chez nous, il y en a beaucoup qui viennent. Bon, eh ben, tant mieux. Yann, je me tourne vers vous aussi avec... vous êtes CEO de ACC, alors c'est Automotive Cells Company, c'est né en 2020. Le but est de développer une nouvelle génération de batteries à charge rapide. On sait à quel point c'est important. Vous êtes né avec quelques bonnes fées autour de vous. Hein. Il y a Saft, il y a Mercedes, il y a Stellantis, voilà, qui ont investi notamment. Alors dites-nous, vous, c'est l'objectif, c'est d'ici à 2030, plus de 2 millions de batteries lithium-ion par an, l'équivalent de 120 gigawatts. Alors racontez-nous un peu justement aussi l'objectif fondamental de la création d'ACC, c'est en fait de retrouver une souveraineté en Europe. Puisque quand on regarde le sujet de la transition énergétique sur la mobilité, on arrive très rapidement au constat qu'aujourd'hui, toutes les batteries viennent d'Asie. Toutes les batteries viennent d'Asie, à de rares exceptions près. Et dans une situation où l'on veut que la part des véhicules électriques, donc la part des véhicules zéro carbone, croisse, il est évident qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Et donc ACC vient de là, vient de la compréhension d'une part par les autorités européennes, d'autre part par effectivement les constructeurs que vous avez mentionnés, donc, qui sont à notre capitale, Stellantis, Mercedes, mais aussi Saft Total. Donc la compréhension que s'il n'y a pas la création d'une industrie européenne capable de concevoir, capable de fabriquer des batteries en Europe, on sera balayé. L'industrie automobile européenne sera balayée tôt ou tard. Et donc ACC vient de là. Nous sommes très largement soutenus par les pouvoirs publics européens, puisque nous devrions toucher un peu moins de 1,3 milliard d'euros de subventions. Nous avons donc 3 actionnaires à notre capital à part égale.
Nous avons cru depuis 2020. Nous sommes aujourd'hui environ 1000 personnes. Un bureau d'études qui conçoit les batteries d'actuelle génération et de future génération qui est basé à Bordeaux. Une usine pilote qui est à Nersac à côté d'Angoulême qui a démarré à la fin de l'année dernière. Et la première Gigafactory que l'on va inaugurer formellement le 30 mai, donc dans quelques jours, qui va démarrer la livraison des premières batteries à notre client Stellantis à la fin de cette année. Et derrière, effectivement, un plan de route industriel. Nous allons construire 9 équivalents de ce que l'on a construit dans le Nord, ce qui nous permettra d'avoir une capacité de production de 120 gigawattheures. Et puis vous devez aussi vous attacher à réduire votre empreinte carbone tout au long de votre chaîne de valeur. Je parlerai de batterie lithium-ion. Donc voilà, si on fait le scope 3, il faut aller chercher beaucoup plus loin. Même l'énergie que vous allez consommer pour justement concevoir ces batteries. Enfin, vous travaillez aussi sur C'est évidemment une préoccupation qui est de premier ordre pour nous, puisque on a immédiatement compris que si le véhicule full électrique n'émet pas, en revanche, le procédé de fabrication depuis la mine jusqu'à notre propre production est lui émetteur de CO2. Alors quand on fait des calculs savants sur le bilan global, on s'aperçoit que pour autant que la voiture électrique roule suffisamment, ça suffit à compenser cette dette carbone qui a été créée auparavant. Ceci étant dit, on a envie de réduire au maximum possible cette dette carbone. Et cela passe par de la localisation de fournisseurs, que ces fournisseurs utilisent eux-mêmes des énergies décarbonées. Cela passe par la réduction de nos propres consommations, et elles sont extrêmement importantes. Cela passe par l'utilisation d'énergie décarbonée par nous-mêmes, notamment. Alexandre, justement, là, d'après tout ce que l'on entend là, comment on va faire justement pour décarboner l'économie ? En 2-3 minutes. En 2-3 minutes. Non, il faut tout s'y mettre. Moi, je suis vraiment ravi d'entendre que chacun a pris le sujet de décarbonation à son niveau, avec ses solutions, ses problèmes, ou plus ses problèmes, ses solutions, ses technologies, etc. Je trouve que EDF, évidemment, qui a été le grand acteur de l'électrification, qui a donné un petit temps d'avance à la France, et il est précieux, a joué son rôle à un moment donné. On va continuer à le jouer parce qu'on est des briques importantes de cette décarbonation, du côté de la production, du côté des réseaux, ça a été dit, du côté de la consommation de l'énergie. On a parlé de sobriété, on a parlé d'électrification des usages, tout ça, c'est très important. Nous, comment on va le faire ? On va le faire d'abord en essayant de réaliser le programme qui nous est demandé, le programme industriel majeur, qui va être d'abord encourager la sobriété, l'électrification des usages. Tout ce qui permet d'électrifier un usage permet de faire des économies de carbone à la fin. Bien sûr, ça augmente la demande à notre parc de production d'électricité, mais en soi, c'est un facteur de réduction d'émissions de carbone. Ensuite, il faut encourager la sobriété elle-même. Il faut distinguer efficacité énergétique, qui tient à la technologie, la manière dont la technologie a un meilleur rendement et permet pour un même usage d'émettre moins de carbone, et la sobriété. On a besoin de sobriété. Quand on dit qu'il va falloir économiser à peu près 45% d'énergie dans notre consommation à l'horizon 2030, 2040, 2050, ces 45%, ça sera par de l'électrification. Une grande partie sera par de l'électrification. Une grande partie sera par de l'efficacité énergétique, mais il faudra aussi de la sobriété. Plus de sobriété, c'est à la fin moins d'usines de production d'électricité à construire, moins de réacteurs en arrière, mais il y en aura quand même beaucoup. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Deuxièmement, mettre en production des énergies électriques décarbonées. Donc c'est du nucléaire, bien évidemment, la pérennisation d'un socle de nucléaire, 40 à 50 gigawatts, on voit à peu près à l'horizon 2050. Une montée en puissance des renouvelables que EDF va accompagner, toutes les renouvelables, l'hydraulique. On a un parc hydraulique en France qui n'a pas bougé en capacité de production depuis des années. On a des
un potentiel d'augmentation de cette production. Il faut qu'on puisse l'activer. Ça suppose de régler quelques problèmes au niveau européen, notamment. Les renouvelables sous toutes les formes, solaire, bien évidemment, toute forme de solaire, distribuée, centralisée, autoconsommateur, autoproducteur, tout est bon à prendre. L'éolien, offshore principalement, parce que c'est celui qui est le plus acceptable, mais il faudra aussi quand même un peu d'éolien onshore, parce qu'à la fin, ce qu'il va falloir, c'est un mix qui permet d'être résilient à tout moment de l'année, ce qui va aussi supposer de développer de la flexibilité. Un système qui va être plus dépendant des énergies variables, même s'il a des énergies pilotables derrière, nucléaire et hydraulique, malgré tout, il devra faire face à des variations extrêmement importantes de demande dans la journée, dans la semaine ou dans l'année, et des variations de production sur les mêmes horizons de temps. Sauf que tout ça n'est pas concordant. Évidemment, la demande, elle n'est pas forcément la plus importante là au moment où on produit le plus. Donc il va falloir beaucoup de flexibilité. Cette flexibilité, on l'apporte par des moyens de stockage, différents moyens de stockage, l'hydraulique bien sûr, on le fait déjà, mais aussi les batteries. La mobilité électrique va être l'un des premiers facteurs de flexibilité, et puis aussi tout le pilotage de la consommation des clients. Donc, vous voyez, il y a tout ce champ qu'il faut qu'on explore, décarboner la production d'électricité, et puis aussi travailler avec les clients sur leurs usages, sur l'électrification de leurs usages et la capacité à piloter les usages de manière intelligente, économique, au moment où on produit le moins carboné. Alors, on parlait des batteries. Moi, j'avais été très surpris au dernier CES de Las Vegas en début d'année de voir la profusion de fabricants de batteries, alors de toutes sortes. Hein. Il y avait des Asiatiques, mais beaucoup d'Américains, enfin, qui étaient. Ça m'avait vraiment surpris ce caractère-là. Il y a l'hydrogène aussi, les autres sources d'énergie, Eric Bonnel. Oui, ben c'est vraiment complémentaire, hein. On est dans le prolongement. Alors, si l'hydrogène ne sera pas la solution à tout, on ne fera pas la transition énergétique sans hydrogène. Et c'est vraiment complémentaire aux propos d'Alexandre. On pense que, enfin, c'est McKinsey qui a fait des projections, on pense qu'à l'horizon 2050, ça sera entre 10 et 20% du mix énergétique. Pour la France, on pense que ça sera plus, ça sera plutôt 20%. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que en équivalent gaz à effet de serre et en réduction d'émissions, on serait autour de 6 gigatonnes. Pour vous donner une idée, aujourd'hui exprimé en gaz à effet de serre, en CO2 équivalent, c'est-à-dire en prenant en compte tous les gaz à effet de serre, on est plutôt un peu plus de 50 gigatonnes. Donc vous voyez, c'est pas neutre. C'est super intéressant. Alors l'hydrogène, pourquoi ça sera au cœur de la transition énergétique? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça va permettre le développement des énergies renouvelables, pour les raisons que vient d'évoquer Alexandre. On a besoin de flexibilité. Quand vous produisez de l'énergie avec de l'énergie solaire, ça fonctionne de façon intermittente. Avec le vent, c'est pareil. Donc, les énergéticiens recherchent justement cette flexibilité. Avec la production par électrolyseur d'hydrogène, on va pouvoir stocker l'énergie et bien entendu le transporter. Donc on le transportera soit sous forme gazeuse ou soit sous forme liquide pour les très grandes quantités. La deuxième raison, et ça c'est très très important de le noter, c'est que ça va permettre de décarboner les utilisations finales. Donc là, on ne va pas prendre tout. Par exemple, dans le transport, on ne prendra pas tout le transport, toute la mobilité. Mais par exemple, ça fait sens de faire du transport avec une source d'énergie hydrogène dans le transport lourd, par exemple. Le chemin de fer, les camions. Je vous rappelle, le maritime, bien entendu, je vous rappelle que si les chiffres sont bons, des experts, c'est 45% au niveau mondial le transport, hein, la mobilité, hein, en termes d'émissions. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet dans les décarbonations de l'utilisation finale, c'est par exemple dans l'industrie.
c'est utiliser l'hydrogène comme source d'énergie électrique pour l'industrie, pour le chauffage. Et en dernier lieu, un des derniers gros secteurs qui va être réalisé, c'est bien sûr la matière première, d'utiliser l'hydrogène comme matière première décarbonée, par exemple pour fabriquer de l'ammoniac. Vous savez qu'on peut aussi transformer cette énergie en ammoniac et recomposer de l'hydrogène et récupérer de l'énergie avec l'ammoniac. L'ammoniac, on le transporte déjà de façon massive. Donc voilà, ou alors le méthanol, par exemple. Voilà des exemples que je vous ai. Mais c'est vraiment l'hydrogène sera au cœur de la transition énergétique. Juste un mot, parce qu'on va bientôt conclure. Demain a lieu, juste à côté, à l'Élysée, une grande journée sur la réindustrialisation française. Ma question pour Yann, puis pour Jean-Luc, est-ce qu'il y a un risque de disparition justement de l'industrie européenne, des batteries électriques? Alors on sait qu'on entend des gigafactories qui vont se fabriquer, mais enfin, il y a quand même une inflation, il y a la disponibilité des matières premières. On voit qu'aux États-Unis, c'est très subventionné. Est-ce qu'il va falloir se battre? On sait que oui, on a envie d'y aller, mais est-ce qu'il va vraiment se battre pour... La peur n'empêche pas le danger. La peur n'empêche pas le danger. Donc, pour l'instant, on est en train de la créer. Maintenant, ce qui me paraît évident, c'est que nous sommes extrêmement naïfs au niveau de l'Europe. Extrêmement naïfs au niveau de l'Europe. Nous prétendons avoir des industries naissantes qui soient immédiatement compétitives avec des industries qui se sont créées il y a 15-20 ans. Nous ouvrons grand les portes aux constructeurs chinois pour venir s'installer en Europe. Bon, CATL, qui est le plus gros fournisseur de batteries, va construire 100 gigawattheures en Hongrie. Un Coréen qui arrive. Pour le Gion, le Taïwanais, mais ça c'est un petit peu différent. On ouvre grand les portes. Et puis à côté de ça, on a effectivement les États-Unis avec les mesures IRA qui subventionnent très lourdement la transition énergétique et qui permettent finalement de fabriquer des batteries avec une réduction de coût d'environ 50%. Et donc, si finalement l'Europe ne décide pas de se protéger, continue à faire preuve d'un libéralisme absolument naïf, oui, il y a un risque. Oui, il y a un risque. Alors bon, on est des combattants, on fait en sorte d'être le mieux armé, mais il faut être lucide. Jean-Luc ? Très rapidement, parce qu'on va conclure. Je pense que toute réindustrialisation passe d'abord par une souveraineté énergétique. On peut retourner la chose dans tous les sens. Si vous ne garantissez pas auprès des industriels, des entrepreneurs, que vous serez capable de sécuriser leur alimentation électrique à un coût compétitif, personne ne viendra s'installer. C'est le mindset, c'est l'ADN d'un entrepreneur. Donc il faut retrouver cette souveraineté énergétique française et européenne. Je partage tout à fait la naïveté actuelle vis-à-vis de l'Europe. Il faut faire très attention. Donc commençons par nous-mêmes. Nous pouvons de nouveau remontrer à l'Europe que c'est possible. Et j'insiste, électricité, chaleur. N'oublions pas cette chaleur, qui est une chaleur industrielle, qui est la plus grosse source de carbone aujourd'hui. Donc si on produit au niveau de la France rapidement, et on peut le faire très rapidement, une souveraineté pleine et entière, l'Europe le prendra dans la foulée. Nous, on discute déjà avec des pays européens qui veulent très rapidement passer à ces nouvelles technologies pour décarboner massivement. À ce moment-là, on pourra damer le pion aux Américains ou à l'Asie, qui eux, aujourd'hui, sont les grandes usines. On va dire pratiquement toutes les usines du monde sont là-bas. Donc on est capable de retrouver cette réindustrialisation à condition d'apporter une garantie sur la souveraineté énergétique. Ça passe par là. Un dernier mot, Ludovic. Pour conclure ce débat qui me paraît très important et très passionnant. Souveraineté énergétique, naïveté. On oublie souvent que d'ailleurs l'énergie est une arme géopolitique extrêmement importante, très importante. Moi, je retiens 3 mots autour de la souveraineté. Le premier, c'est l'innovation. On a parlé d'innovation tout à l'heure, c'est la capacité d'innovation autour de 2 axes. L'innovation, c'est la capacité à pouvoir imaginer les cas d'usage ou les usages de demain du consommateur et des industriels. L'innovation passe aussi par la capacité à imaginer le fluide de demain, les techniques de demain. C'est l'hydrogène et d'autres. Deuxième mot que je retiens dans le nouveau modèle énergétique, de la transition énergétique, c'est proximité. Il faut être capable demain matin, évidemment que EDF et d'autres ont la capacité
d'avoir des capacités de production au niveau global. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend? C'est produire localement et de consommer localement. Hein? Troisième mot qui me paraît fondamental, c'est les filières. Naïveté, on disait tout à l'heure, souveraineté. Les filières, Monsieur le Président, vous avez parlé d'ACC sur les batteries, très bien. Mais les filières, c'est la capacité au modèle français déjà à regagner sa fierté industrielle. Moi, je suis très fier, contrairement, alors je suis énergéticien, je défends l'énergie, mais la capacité à créer des filières solides, robustes pour demain matin. La filière nucléaire, je suis très heureux que EDF reprenne la main là-dessus, en tout cas dans un écosystème et le modèle partenarial. Arrêtons d'être naïfs. Hein? Parce qu'avant de faire être sobre, il faut imaginer, consolider nos compétences d'aujourd'hui et imaginer les compétences de demain. Création de filières. Filière des batteries. Nous avons, Monsieur le Président, sur les ENR, on est naïf, les onduleurs, hein, on parle sur l'éolien, c'est chinois à 90%. Quand est-ce qu'on va créer des vraies filières industrielles ENR qui permettent à la France d'être les leaders de demain dans les ENR? Et pour finir, vous parliez de la réunion de demain matin en face. Alors je vais être un peu TNP et un cabinet disruptif. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure en préliminaire, je disais qu'on était économie fossile. Alors je vais faire un jeu de mots avec mes amis d'EDF. EDF, Électricité de France, économie fossile. On doit passer à un monde bas carbone. EDF encore. Énergie, avec un S, de France, puisqu'on est passé du monofluide au multifluide. Dans un monde décarboné, j'aimerais que le EDF aujourd'hui soit le fournisseur dans 50 ans ou dans 100 ans, et non, on n'appellera plus ça EDF Électricité de France, mais Environnement de France. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les 5 de nous avoir accueillis. Je vous invite à regagner vos fauteuils. On va tout de suite passer à la deuxième table.